Le Mali au rendez-vous du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York aux États-Unis. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, s'adresse à l'ONU aujourd'hui. À l'attente de la voix du Mali, les pays africains sont unanimes sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU avec des sièges permanents pour l'Afrique. La situation hydrologique des fleuves et cours d'eau devient critique. Les dernières données de la Direction nationale de l'hydraulique font état d'un dépassement du seuil d'alerte dans plusieurs localités du pays. La situation de ces faits dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le Mali au rendez-vous du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York aux États-Unis. À l'attente de la voix du Mali, les pays africains sont unanimes sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU avec des sièges permanents pour l'Afrique. Tous les regards sont tournés vers le Mali pour d'éventuelles annonces. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, s'adresse à l'ONU tout à l'heure. Un discours très attendu au 5e jour d'écoute des nations. Le point avec nos envoyés spéciaux à New York, Sira Batili et Aruna Diara. Le monde converge vers le siège des Nations Unies pour se faire entendre. New York, ville des grands rendez-vous qui attire toutes les attentions avec une fonction politique d'envergure internationale. Le Mali répond à l'appel avec une forte délégation conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Le messager du Mali s'adressera à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies ce samedi 28 septembre 2024, 5e jour d'écoute des grandes nations. C'est une occasion de faire part du système de gouvernance pour chaque pays selon les priorités du moment et d'attirer l'attention du monde sur d'éventuelles ingérences de certaines puissances internationales. Les grandes décisions sont dévoilées avec un accent particulier sur les attentes et les propositions quant aux mesures à prendre au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour rappel, c'est ici que le Mali a demandé en 2023 le retrait de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, demande actée et exécutée par l'Organisation des Nations Unies. Les grandes réformes institutionnelles pour aboutir à une refondation ont été présentées la même année. Ici, au siège des Nations Unies à New York, ce sont de grandes annonces, de grands engagements. Comme grande annonce, l'on note ce souhait des pays africains à voir le Conseil de sécurité carrément réformé avec des sièges permanents pour l'Afrique. Et comme engagement, le Conseil de sécurité des Nations Unies se dit prêt à faire face à ses responsabilités. Il reste à écouter le Mali, l'une des voix les plus attendues ici à cette 79e session du Conseil de sécurité des Nations Unies. La voix du Mali sera portée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Même si rien n'est dévoilé quant au contenu du discours 2024 du Mali, tout porte à croire que la sécurité sera au centre vu la situation sécuritaire. Toujours hors du continent, panel russe-Afrique, rencontre avec Novawind, une journée à la semaine russe de l'énergie avec des activités majeures pour la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances. Le ministre de l'énergie et de l'eau a d'abord pris part à un panel sur la coopération énergétique entre la Russie et le continent africain. Libérer le potentiel de la coopération énergétique, tel était le thème retenu. La partie malienne a ensuite eu des échanges avec Rosatom Énergie Renouvelable, la société Novawind sur la centrale photovoltaïque de Sanankoroba. Envoyé spécial à Moscou, Yaya Konaté, Tchedje Kamara. Vaincre la précarité énergétique en Afrique, une ambition au cœur des relations entre la Russie et le continent africain depuis le dernier sommet Russie-Afrique. D'un côté, une Afrique dont les besoins sont énormes, le potentiel aussi, et de l'autre, la Russie qui dispose de la technologie et du savoir-faire. Le continent est à la recherche de solutions et Moscou est prêt à y contribuer. Les projets en cours à la faveur du regain d'intérêt de la coopération entre les deux parties sont nombreux. Parmi eux, une centrale nucléaire en Égypte ou encore un projet emblématique au Mali, la centrale solaire photovoltaïque de Sanankoroba. Pour le ministre de l'Énergie et de l'Eau, invité à faire le point des avancées depuis le dernier sommet Russie-Afrique, des progrès notables ont été réalisés. Nous avons beaucoup travaillé avec Rosatom
sur certains projets d'énergie renouvelable. Il y a déjà 2 projets de centrales solaires d'un total de 400 mégas qui doit se faire aux alentours de la capitale et l'autre un peu plus loin. Et également, il y a aussi le développement de l'énergie nucléaire. Cette énergie nucléaire sollicite d'abord beaucoup de formations avant la mise en place. Donc ces formations aussi ont commencé. Il y a des leaders d'opinion qui doivent venir pour s'informer un peu de ce que c'est que l'énergie nucléaire. Donc avec ces différentes énergies renouvelables, nous avons beaucoup avancé. Seulement le seul problème qu'on peut peut-être dire, c'est que chez nous, quand même, l'attente est trop grande. La centrale solaire photovoltaïque de Sanankoroba, il en a été question concrètement au cours d'une séance de travail au siège de Rosatom Énergie Renouvelable, la société Nova Wind. Tous les détails relatifs à la construction de la dite centrale ont été passés au peigne fin au cours de la rencontre. Nous venons de finir une séance de travail avec Rosatom Énergie Renouvelable sur le contrat de Sanankoroba qu'on voudrait finaliser une bonne fois pour toutes. Et donc le projet va nous être envoyé dans 2 semaines. Donc maximum 3-4 semaines, on pourrait signer le projet. Les 2 parties ont également convenu d'une synergie d'action en vue de faire aboutir le projet dans le meilleur délai, conformément à la volonté du président de la transition. Les parties ont également planché sur les résultats de la 2e phase du plan de développement du secteur énergétique au Mali, un plan qui couvre la période allant de 2030 à 2040. Nous arrivons maintenant à notre deuxième titre du jour. La situation hydrologique des fleuves et cours d'eau devient critique. Les dernières données de la Direction nationale de l'hydraulique font état d'un dépassement du seuil d'alerte dans plusieurs localités du pays. Cette hausse exceptionnelle impacte sur certains riverains du fleuve à Bamako ou encore à Mopti. Des familles ont abandonné leurs logements. Des services sont à l'arrêt. Tout cela à cause de la montée des eaux. Le constat est fait par Bemba Sivi et Gaussou Achtouré avec le concours de nos équipes de Mopti. Jamais de mémoire de riverains du fleuve Niger, la crue n'a atteint un tel niveau. Cette situation est due au lâcher d'eau de certains pays voisins du Haut-Bassin. Les seuils d'alerte ont été atteints et dépassés dans certaines localités, comme à Bamako, où le seuil d'alerte de 380 cm est dépassé de 45 cm à la date du 27 septembre, ce qui provoque déjà des débordements des eaux. Un triste constat fait par les pêcheurs installés sur les berges du fleuve à Bozola. Les habitations sont sous les eaux. Pour accéder à sa maison, on marche pied dans l'eau ou on prend la pirogue. Tidjane Sougouré, pêcheur, ne sait plus à quel sein se vouer. On n'a jamais vu une telle crue. J'ai tout perdu et je ne sais pas quoi faire. Je demande l'aide de toute personne de bonne volonté. Sougouré n'a plus de logement. Il ne peut plus pêcher également. Le niveau de l'eau rend difficile l'activité. Pour Vieux Sidibé, l'activité est même impossible. Le fabricant de briques tente tant bien que mal de récupérer les briques encore en bon état. Le visage dégoulinant de sueur, il se confie. J'ai perdu plus de 2000 briques qui étaient sur la berge. On ne peut pas évaluer les dégâts. Ce que j'arrive à récupérer, je vais essayer de les écouler pour subvenir à mes besoins en attendant une aide. Les premiers sinistrés de la zone ont trouvé refuge dans les locaux de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Un abri temporaire, mais suffisant pour constater l'insouciance de l'enfance s'exprimer à travers le jeu. Dans la cité du Niger, un quartier résidentiel, plusieurs rues sont sous les eaux. L'alerte de dépassement du seuil d'alerte concerne plusieurs localités du pays, à l'image de la région de Mopti, où la montée des eaux touche déjà plusieurs villages à Djenné ou encore à Sofara. La menace demeure pour les autres riverains qui commencent à s'organiser comme ici à Djenné-Kadara, un îlot au large de la Venise malienne. Les habitants tentent de stopper la montée des eaux avec des sacs de sable le long des berges. Plusieurs familles sont déjà sous les eaux. Les digues arrivent à protéger certaines concessions, mais pour combien de temps? On annonce que le fleuve doit monter encore. Je demande de l'aide aux personnes de bonne volonté. La situation hydrologique, elle est vraiment préoccupante à l'échelle
nationale, comme indiquent les différents communiqués, n'est-ce pas, de gestion des crises qui ont été véhiculés. C'est la base des données fournies par la Direction nationale hydraulique. Mais particulièrement à Mopti aussi, ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes dans la même situation. Nous suivons ici quelques cours d'eau. Il faut noter que les différentes codes d'alerte installées au niveau de ces différents cours d'eau, ces codes ont été déjà dépassés il y a quelques jours. Le seuil d'alerte est dépassé dans certaines localités, provoquant déjà des débordements des eaux du cours normal par endroits. Une situation qui va s'aggraver selon la direction de l'hydraulique dans un communiqué. Les riverains du fleuve sont invités à la prudence et suivre les prévisions. Autre point de l'actualité, le respect de la présomption d'innocence et l'application des sanctions. Plus de souplesse pour certains, telles sont les propositions du projet pour la promotion des droits humains et de l'espace civil PRODEC et l'Association malienne des droits de l'homme AMDH. Ces deux organisations de la société civile ont organisé à Bamako une session de plaidoyer dans ce sens à l'attention du public et des autorités. Ba Traoré. Le projet pour la promotion des droits humains et de l'espace civique PRODEC et l'Association malienne des droits de l'homme AMDH ont identifié au Mali des défis relatifs aux droits humains. Ces deux organisations de la société civile condamnent l'esclavage par ascendance. Elles mettent l'accent sur la protection des victimes et la présomption d'innocence. Cette action de plaidoyer vise l'adoption de projets de loi élaborés par le groupe de travail. Il s'agit d'un projet de loi pour la protection des victimes et témoins, d'un projet de loi pour la répression de l'esclavage et pratiques assimilées, mais également des recommandations, des amendements de la loi sur la cybercriminalité. Je voudrais saisir aussi cette occasion pour lancer un appel solennel aux autorités de notre pays que nous exhortons à prendre en compte les recommandations des GTT, des groupes de travail thématiques, et à engager un dialogue constructif avec la société civile. Cette rencontre des acteurs de la société civile cadre avec les objectifs du département en matière de défense et de promotion des droits de l'homme, selon le représentant du garde des Sceaux. Notre pays a signé et ratifié la plupart des instruments internationaux en matière de droits de l'homme. Ce qui implique forcément qu'il faut quand même adopter une attitude allant dans le sens de respect, de la promotion et de la protection des droits humains. Et c'est pour cela que le ministère de la Justice n'hésite pas à s'associer à toute initiative allant dans ce sens. Le PRODEC est un projet mis en œuvre au Mali par le consortium Terre des Hommes Lausanne sur financement de l'Union européenne. La première édition de la Journée internationale de la langue soninké a été célébrée ce 25 septembre par la dite communauté ici à Bamako. Pour magnifier l'événement, une conférence de débat a été organisée par les Nyamakala soninké et la jeunesse soninké, un cadre d'échange entre anciennes et nouvelles générations sur l'origine de la langue et culture soninké. Suivons le reportage de Bokare Koulibaly avec la voix de Hawa Adama Koulibaly. Les Soninké à la découverte de leur riche culture. C'était à la faveur d'une conférence débat qui vise à renforcer les jeunes Soninké sur l'origine et la place de leur communauté dans notre société. Un cadre initié par l'association des Nyamakala Soninké en tandem avec la jeunesse Soninké du Mali. Nous allons parler de l'origine même de la langue Soninké. Et au-delà de ça, quelles sont les investigations, quels sont ceux qui ont travaillé pour que cette langue-là, aujourd'hui, trouve cette place là où elle est. Pourquoi encore on a choisi cette langue soninké comme deuxième langue après le Swahili par l'UNESCO? Maintenant, la conférence va parler de ça pour que les gens puissent se ressourcer, savoir réellement d'où nous venons pour que nous sachions là où nous partons. Cette conférence débat qui entre dans le cadre du 25 septembre, Journée internationale de la langue soninké, est mise à profit par la jeunesse soninké de procéder à une montée des couleurs, un acte symbolique qui a tout son sens. Monter les couleurs du Mali, ça c'est pour tout Malien. Mais le faire en soninké, ça c'est pour expliquer, montrer à l'opinion nationale et internationale que la langue soninké va au-delà
des dialectes. La journée a aussi été marquée par un match de football et une soirée traditionnelle purement dédiée aux valeurs soniké. À présent, Écho de la région à Douala, ces rencontres du cadre de concertation regroupent au Cap de Douala les maires, les chargés d'éducation, les syndicats d'enseignants, les présidents des comités de gestion scolaire et d'autres partenaires sous la supervision de la cellule d'appui à la décentralisation de concentration de l'éducation. Les détails, c'est avec Daniel Fomba. 6 villages du cercle de Douanza sont certifiés FEDAL, fin de défécation à l'air libre. Il s'agit des villages de Troubani, Rimabe, Bara Oussi et Tebi Maoude dans la commune de Dala, Kerena village dans la commune du même nom, Alaminia et Gono dans la commune de Petaka. Ces villages ont respecté certaines normes minimales d'hygiène et d'assainissement, à savoir l'existence de latrines suffisantes pour tous les ménages, l'utilisation des latrines par tous les membres de la communauté, l'existence d'un dispositif de lavage des mains dans chaque latrine. Cette approche ATPC, assainissement total piloté par les communautés, a été mise en œuvre par l'ONG GeForce en collaboration avec les services techniques compétents. Permettez-moi de féliciter et remercier ces 6 villages qui, durant ces processus, ont réalisé 244 nouvelles latrines dans les familles. Ces latrines sont équipées de dispositifs de lavage des mains au savon. Le projet Albarka nous a construit des latrines. Chaque famille possède au moins une latrine. Le projet Albarka nous a également donné de l'eau potable. Cette cérémonie de certification des villages propres entre dans le cadre du projet Albarka, un projet financé par l'USAID et exécuté par un consortium d'ONG national et international dont Save the Children assure le lead du consortium. Dans ce même sens, l'ONG Adicom et son partenaire Save the Children ont procédé dans le cadre du projet Al-Barka à la certification de fin de défécation à l'air libre des villages de Bori, Koumenkounkoun et tel quel Tamakoul Noir à travers l'approche de l'assainissement total piloté par les communautés. Cette certification intervient après plusieurs mois de déclenchement grâce aux forêts des communautés et responsables communaux. Tomaktou Najimbaba Sissi. Cette cérémonie de certification est le lieu pour les acteurs du projet Al-Barka et ses partenaires de procéder à la remise des certificats et signer des engagements pour le maintien des bonnes pratiques d'hygiène. L'intégration de l'approche dans le cercle de Tombouctou a permis à ces communautés vivant en milieu rural d'avoir accès à un système d'assainissement amélioré et éradiquer la défécation à l'air libre qui constitue un danger pour la santé publique et par conséquent a permis la diminution forte des dépenses de santé des ménages. Il me plaît de remercier tout d'abord le projet Adicom Al-Barka pour les appuis multiformes dont le village a besoin. Il s'agit de l'ouverture de centres d'Alpha, de caches nutritionnelles, de caches inconditionnelles, de G100, de GAPRO, de plusieurs formations et j'en passe. Au cours de cette période de déclenchement, une série d'activités étaient réalisées, notamment des séances de sensibilisation visant à promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène, des campagnes d'assainissement et la construction des toilettes respectant les normes du WASH. L'accès à l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement se pose avec acuité dans la zone d'intervention d'Al-Barka. Cela a été confirmé par l'étude de recherche formative SBC réalisée dans la zone d'intervention du programme en 2021. Si aujourd'hui, Bori, Keltmoulait Noir, Koumenkounkoun sont certifiés villages propres, nous, au niveau de la commune, nous allons certifier Al-Barka comme vraiment un programme de développement réel. La remise des attestations de certification aux chefs des villages et la visite des toilettes étaient entre autres temps forts de cette cérémonie. Partons maintenant à Douala. Ces rencontres du cadre de concertation regroupent au cap de la localité les maires, les chargés d'éducation, les syndicats d'enseignants, les présidents de comités de gestion scolaire et d'autres partenaires sous la supervision de la cellule d'appui à la décentralisation, déconcentration de l'éducation. Daniel Fomba.
Faire l'état des lieux, des engagements pris par le comité de gestion scolaire, des collectivités en charge de l'éducation, des caps en matière d'amélioration de la qualité de l'apprentissage et de formuler d'autres engagements réalistes et réalisables pour l'année académique 2024-2025. Voilà tous les sens donnés à cette rencontre de concertation. La JICA est un partenaire de taille en ce sens qu'ils nous ont apporté ce joyeux modèle JICA, cadre de concertation autour duquel tous les acteurs de l'éducation se retrouvent pour poser les problèmes saillants de l'éducation, qui minent l'éducation au niveau de la contrée. Une approche d'amélioration des apprentissages des enfants en mathématiques et le cadre de concertation CAP Modèle JICA, CCJICA, un format de rencontre regroupant différents acteurs de la communauté portant sur une thématique a été expérimenté et démultiplié dans toutes les écoles publiques du premier cycle fondamental 1 des CAP de Nyosombougou, Diola et Fana. Au terme de cette journée d'échange et de concertation, il ressort que sur les 181 engagements de l'an passé, 170 ont été réalisés, 11 non réalisés, soit un taux de réalisation de 94%. Pour cette année académique, le CAP de Diola totalise 205 engagements. Constater l'évolution de l'opération Mon quartier propre, initiée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, c'est l'objectif de la visite du gouverneur de la région de Caille à Kaindi en compagnie d'une délégation composée des autorités administratives et politiques, compte rendu signé Kabadjara. Le chef de l'exécutif régional général de brigade Moussa Soumaré, en compagnie de sa délégation, s'est rendu à Kaindi afin de constater l'évolution de cette opération Mon quartier propre. C'est une activité d'assainissement initiée par le ministère de la Jeunesse, des Sports, chargé de la construction citoyenne et de l'instruction civique pour galvaniser les comités de développement des quartiers et l'ensemble de la jeunesse afin d'éviter les cas d'inondation. L'assainissement, c'est le cœur de la santé. Le ministère de la Jeunesse, en impliquant les jeunes, l'assainissement de leur environnement, a trouvé juste ce qu'il faut pour nous aider, nous, en tant que collectivité, à assainir davantage notre environnement. Cette activité, c'est un concours qui est organisé entre les différents quartiers de Caille. Nous sommes à Kaindi, on a fait Lafiabougou, on a fait Kasso, on a fait beaucoup de quartiers. Le chef de l'exécutif régional se réjouit de la grande mobilisation de la population de Kaindi. J'ai pu constater que la population, dans sa grande majorité, est vraiment mobilisée. Les jeunes, les femmes et même les vieux sont là pour cette opération-là. Je tiens à rappeler aux uns et aux autres que l'assainissement, la propriété de nos quartiers, c'est l'affaire de tout le monde. Que chacun puisse nettoyer devant chez lui et que nous puissions ensemble prendre soin de nos caniveaux qui servent à l'évacuation ou à l'écoulement des eaux. Rappelons que des matériels d'assainissement ont été remis. Cela a été possible grâce au ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de la construction citoyenne et de l'instruction civique. Eh bien, nous allons avec Akili Event a tenu le samedi dernier au Centre international de conférence de Bamako un spectacle de mode. L'événement s'inscrit dans le cadre des festivités du 22 septembre, fête de l'indépendance du Mali. Le film de la soirée avec Bemba Sibi et Sambou Diakité. Une fois n'est pas coutume, dit-on, pour la troisième année consécutive, Akili Event a marqué les festivités du 22 septembre par un défilé de mode dénommé Blofou Party. Et loin de bluffer l'assistance, l'événement met en valeur le savoir-faire des stylistes maliens. C'est pour montrer notre savoir-faire, pour montrer que les stylistes aujourd'hui ont la finition, ont la main. Et donc ça va donner aussi la confiance au peuple malien de venir vers nous. Donc ça va booster non seulement l'économie du Mali, mais aussi ça va mettre les stylistes du Mali à la compétition de haut niveau. Et nous envisageons avec les partenaires russes aussi d'aller en Russie voir qu'est-ce qui se passe là-bas pour faire des partages d'expériences. Un partenariat qui va certainement donner un nouveau souffle aux créations maliennes. Déjà, les tenues présentées sont de subtils mélanges de tradition et de modernité avec un dénominateur commun, le tissu malien. Le contenu de cet événement était de montrer son savoir-faire en matière de la couture, de donner la valeur, de donner la valeur à notre styliste, de donner la foi à notre styliste, de donner le courage plus à notre styliste. Au total, 8 stylistes de Sikasso, Koulikoro et des 6 communes du district de Bamako ont présenté leur création. La soirée a été agrémentée par la prestation de Sadio Sidibé et Baba Salam.
Toujours dans le cadre des festivités du 22 septembre, les festivités d'installation du nouveau préfet du cercle de Néguéla ont eu lieu dimanche 22 septembre. 3 mois après sa nomination, le nouveau préfet a été accueilli par les populations du cercle de Néguéla avec tous les honneurs et son bureau a été du même coup inauguré, une fête couplée à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Envoyé spécial à Néguéla, Souleymane Sidibé, Sidiki Balo. Érigé en cercle par la loi 2023-06 du 13 mars 2023, le cercle de Néguéla dans la région de Koulikoro reçoit officiellement son tout nouveau préfet ce 22 septembre 2024. 22 septembre, une journée historique pour le Mali et restera désormais dans les annales de l'histoire de Néguéla. Un véritable jour de joie pour les populations des 4 communes du cercle, à savoir Néguéla, Daban, Faladja et Bossofala. Un sentiment de fierté, de grandeur. Néguéla est honoré, vraiment honoré. C'est un grand défi qu'on vient de nous donner. Et il y a lieu de se lever et faire face aux défis. Les mêmes joies sont partagées par les élus communaux du cercle qui lancent un appel aux populations des 4 communes. Je ne fais que remercier la population de tout le cercle de Néguéla d'abord. On va s'impliquer davantage pour aider le préfet dans sa mission. Quant au nouveau préfet, il s'est réjoui de l'accueil des populations avant de lancer un message. Le cercle de Néguéla comptabilise 62 villages. En raison de la solidité des liens historiques, géographiques, économiques et humains, les plus hautes autorités ont jugé nécessaire d'ériger l'ancien arrondissement de Néguéla en cercle de Néguéla, sans y apporter le moindre changement, ce qui en fait une entité presque unique en son genre. Cela est à votre actif, chers élus et responsables coutumiers. Je vous demande de toujours travailler au resserrement de ces liens et de ne laisser aucune fissure détériorer ce mur en béton armé. Cette fête de l'arrivée du préfet a été couplée à la célébration du 22 septembre 2024. C'était la fête à Néguéla. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.